les idéaux. La dictature du marché, la mondialisation imposent leur triomphe comme un impondérable. La plupart des survivants des partis communistes d'hier, d'inspiration roumaine, se sont convertis au libéralisme, au populisme, à la gestion des ONG. Compte tenu des origines sociales de Jacques Roumain, qui venait donc d'une grande famille riche, mulâtre, le marxisme de Jacques Roumain passait pour avoir été une sorte de, comment dirais-je, d'élégant snobisme associé à sa vocation littéraire, etc. Donc on voyait un petit peu, et sans doute étais-je dans le cas, n'est-ce pas, Jacques Roumain comme une sorte de, vous savez, cette espèce assez curieuse qu'on appelle les bourgeois bohèmes, les bobos, très répandus aujourd'hui dans les capitales occidentales et parfois dans certains secteurs occidentalisés des pays du Sud. Alors là, sur ce point-là, ceux qui pensaient cela, c'est-à-dire nous, et ceux qui le penseraient aujourd'hui, sont dans l'erreur complète. Dans sa correspondance privée, notamment dans la correspondance intime qu'il entretient avec sa femme, Jacques Roumain se démontre profondément, et je dirais dogmatiquement, marxiste à la mode de l'époque, n'est-ce pas ? Ces dernières semaines ont été assez dures. Mais la pauvreté est une expérience, un apprentissage nécessaire. Je ne me plains pas. Au contraire, j'apprends, je m'instruis. Et je préfère cette dure existence au partage d'un ignoble bonheur fait de la souffrance des autres. Monsieur est à la fois un communiste véritable. Ce n'est pas ton compagnon de route. C'est un fondateur du Parti communiste, et loyal et convaincu. Mais des personnes qui ont tout à fait raison, papa m'a toujours dit ça, et papa m'a peut-être encore davantage que Jacques, c'était des socialistes ou bien des marxistes, des communistes, bon, au cas dit atypiques, même t'as dit libérés et non dogmatiques. Et malgré certains textes de Jacques, au capable de gagner rigueur, ou capable que gagner même un certain académisme marxiste, mais et dans sa vie et dans son positionnement, Jean Despès mentionné, c'est pas ton nègre qui tombe béni, oui. Roumain a interpellé en tant qu'individu de ce double lieu, le social, le politique, le quotidien, l'actualité politique, les mœurs, les comportements. Il ne laissait rien passer. De la pesante croix de la vie conjugale aux préjugés sociaux, il fustige la mulâtraille bourgeoise. Le mot est de lui et pas d'un théoricien du noirisme. Jacques Roumain sont bon mulâtre dans le sens scientifique du terme et dans le sens épidermique du terme. Son mulâtre est né donc dans une famille haïtienne de monde qui vient pour clé, bien que dans le domaine couleur, ça on connaît, grand pile confusion, j'en signale. Je t'ai parlé de Anténor Firmin tant qu'on mulâtre alors que c'est pas vrai, pour essayer de dénigrer lui et faire peuple là pas marcher derrière lui. D'ailleurs, ça marchait pour une bonne partie. Et son vieille recette éculée, dont Jacques était très conscient. Mais Jacques pas tombé dans la démagogie ça. Et il n'est pas tombé ni dans la démagogie ça, ni prendre un chantage ça. Parce que c'est son véritable chantage. Et c'est si vrai que il y a des nègres qui essayaient accommoder de situation ça pour gagner des gages pour yo bail. Yo gagner des preuves pour porter de sincérité parce que yo c'est mulâtre, yo pas ta mener un combat pour les masses défavorisées, pour peuple là, pour masse peuple là. Pour la première fois, Jacques Roumain et ses camarades ont essayé de mettre sur des bases scientifiques et politiques l'un des enjeux symboliques passionnels les plus confus dans son pays, les rapports entre noirs et mulâtres, communément appelés la question de couleur. Roger d'Orsainville a raison quand il dit que l'analyse schématique constitue une espèce de discours de la méthode pour l'étude des phénomènes sociaux en Haïti. En fait, qu'est-ce que Jacques Roumain a apporté de nouveau du point de vue précisément du développement de ses études? C'est que
d'une manière générale, depuis l'indépendance, les études sociales haïtiennes se développent dans une espèce d'unanimisme. Jacques Roumain a brisé cet unanimisme au niveau de l'explication. Et dans notre famille, il y a une Indienne qui venait de la Louisiane et qui a eu des enfants avec un Roumain, un de nos ancêtres. Nous ne sommes pas africains, nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas anglais, nous sommes haïtiens tout court. Nous sommes un mélange, un cocktail de races. On ne peut pas avoir du préjugé tout l'heure contre le mulâtre, car le mulâtre est un nègre. Et c'est ce qui a fait la grandeur de Jacques Roumain, c'est qu'il ne se considérait pas comme un mulâtre, mais comme un nègre. C'est un exergue. C'est la première phrase analyse schématique 32-34. La couleur n'est rien, la classe est tout. Jacques toujours mène un combat ça. Nous n'acceptons plus. Nous n'acceptons plus, nous n'acceptons plus, nous n'acceptons plus. C'est simple. Fini d'être en Afrique, en Amérique. Vos nègres, vos niggers, vos sales nègres. Nous n'acceptons plus. Nous n'acceptons plus, nous n'acceptons plus, nous n'acceptons plus. Le 14 août de cette même année, l'occupation américaine prend fin. Le président Franklin Delano Roosevelt visite le pays. Sous les pressions nationales et internationales, les Marines quittent Haïti. C'est à ce moment-là, début août, qu'il est arrêté pour la 4e fois. Le 23 octobre, il est condamné à 3 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État avec l'étranger et préparation d'attentats. Messieurs de la Cour, je vais avoir le plaisir de me servir d'un explosif ici même pour réduire en pièces l'accusation portée contre moi par le Major Oli. Cet explosif s'appelle la logique. Mon dernier souvenir, c'est quand il a été arrêté sous Vincent. Et au jugement, nous étions tous là. Et à un moment donné, on a voulu nous faire sortir. Il a déclaré « Ne vous laissez pas faire ». Et puis alors, ça a été une bataille générale entre garde et nous et tout ça. C'était en 1936. Et c'est avant qu'il ne laisse la prison. Ma mère m'avait amené le voir. Et Jacqueline et moi, parce que nous sommes jumelles, nous étions jumelles, ma sœur est morte. Et nous avons été tellement impressionnés par cet homme qui était d'une beauté extraordinaire et d'une affection. Il nous a embrassés, il pleurait même, parce qu'il devait partir en exil quelques jours après. Et on le revoit assis sur un banc à la prison, et il nous a parlé de l'horreur de la prison pour lui, ce que c'était. Ça faisait la 3e fois, et qu'il fallait absolument qu'il laisse son pays qu'il adorait tant, malheureusement. Parfois, j'ai honte de le confesser. Je me sens faible, solitaire. La joie dans ce monde m'a été avare. Qui n'a pas connu un moment cette lassitude, cette halte méditative du voyageur au fond de la route pénible? Après 1 an et demi, malade de paludisme et physiquement affaibli, il est libéré. Le 15 août 1936, Jacques Roumain part en exil avec sa famille pour la Belgique, où réside son frère Michel. Neuf mois après son arrivée à Bruxelles, naît sa fille Karine. Le 16 et 17 juillet, il assiste au Congrès des écrivains pour la défense de la culture à Paris. Il y prend la parole. Nous haïssons le fascisme avec ses mythes raciaux qui défient la science et outragent la dignité humaine. Nous condamnons un régime qui brûle les livres de Heine, réduit Hindemith au silence, met Rembrandt, Cézanne, Van Gogh et Picasso au banc de l'esthétique. C'est de là que débute son amitié avec Nicolas Guillen, le poète cubain. Il doit se rendre à une rencontre internationale en Espagne en 1936, avant l'éclatement de la guerre civile. Mais sa santé l'en empêche.
Garcia Lorca meurt sous les balles assassines des franquistes, comme Massillon Coacoul avait été l'année de la naissance de Jacques sous Tonton-Nord. 3 mois après le Congrès, Jacques s'installe à Paris où il passera environ 2 ans. Il collabore avec des revues de la gauche française. Nous ne leur pardonnerons pas, car ils savent ce qu'ils font. Ils ont lynché John qui organisait le syndicat. Ils l'ont chassé comme un loup hagard avec des chiens à travers bois. Ils l'ont pendu en riant au tronc du vieux sycomore. Non, frères camarades, nous ne prierons plus. Notre révolte s'élève comme le cri de l'oiseau de tempête au-dessus du clapotement pourri des marécages. Nous ne chanterons plus les tristes spirituals désespérés. Un autre chant jaillit de nos gorges. Et il y entreprend les études qui le passionnent. Il s'inscrit à l'Institut d'ethnologie et devient un des assistants du docteur Paul Rivet et de Marcel Mauss. Charlie Chaplin réalise Les Temps modernes et Picasso peint Guernica en 1937. Cette ride sinistre de la Sierra est l'horizon cerné d'un orage de fer. Le ciel n'a plus un sourire, plus un seul tesson d'azur, pas un arc à lancer l'espoir d'une flèche de soleil. Les arbres déchiquetés se redressent, gémissent comme des violons désaccordés. Tout un village endormi dans la mort s'en va à la dérive. Quand la mitrailleuse crible la passoire du silence, quand explose la cataracte de fracas, quand le plâtras du ciel s'écroule et les flammes tordues lèchent dans la cité les blessures des lézards de calfat et de nuit, et dans le petit square abandonné où règne maintenant la paisible épouvante, il y a, mais oui, il y a sur le visage sanglant de cet enfant un sourire, comme une grenade écrasée à coups de talon. Le 5 décembre 1938, après un procès de 8 mois, Jacques est condamné à Paris à 15 jours de prison avec sursis pour outrage à un chef d'État étranger. C'est une grande première dans les annales de la justice française. Les plus importants écrivains français, dont Romain Rolland, se solidarisent avec Jacques. Il avait publié dans la revue Regard un article où il dénonçait le massacre des Haïtiens d'octobre 1937, commandé par le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo. Sténio Vincent a goûté au plaisir raffiné d'assassiner lentement, pendant 20 mois, son vieil adversaire, le grand leader anti-impérialiste Joseph Jolibois, dont je fus le compagnon de captivité au pénitencier national de Port-au-Prince. D'une paresse proverbiale, le bonhomme qui possède une extraordinaire agilité verbale et souffre manifestement de ce qu'un conseiller financier américain a appelé, avec une brutalité yankee, une diarrhée de paroles et une constipation d'idées, excelle à exposer en d'éloquents discours les vertus de l'économie dirigée. Il n'en a pas moins fait des finances publiques la cagnotte privée où lui, sa famille, ses ministres, ses courtisans, les chefs militaires qui appuient son pouvoir, tous les pics-assiettes de l'État puisent à pleine main. Il continue à souffrir de crises récurrentes du foie. 1938 est l'année de la grande exposition internationale du surréalisme à Paris. C'est l'année du traité de Munich qui marque la capitulation devant l'Allemagne. On est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il a participé à la lutte contre le franquisme, par exemple, lors de la guerre d'Espagne, 1936-1937. Justement, en 1937, il était à Paris et il était en pile contact avec le mouvement républicain espagnol, les communistes espagnols de l'époque également. Mais papa me racontait, moi, il y a un espion allemand qui travaillait évidemment pour Hitler, que Nègre prend, que Nègre fait prisonnier. Il a été retenu en otage dans l'appartement que Jacques occupait près du parc Montsouris en France.
dans le 14e arrondissement, et Jacques a participé à l'interrogatoire de cet espion allemand, ce qui a permis à la résistance française d'avoir beaucoup de renseignements sur ça Hitler a fait, sous plan allemand au gagné dans l'invasion et dans l'occupation de la France. Jacques Roumain prend la décision de renvoyer sa famille en Haïti, où il est interdit lui-même de séjour. Commence une série de lettres à sa femme qui constitueront une des plus belles et plus intéressantes parties de son œuvre littéraire. Tu as dû arriver maintenant en Haïti. Salue pour moi en ton cœur ce pays que j'aime et auquel je veux donner ma vie. Salue-le avec toute ma passion, toute ma douleur. C'est une dure chose que le devoir, et c'est une atroce exigence à accomplir. Mon ami, ma compagne aimée, que nos enfants soient ton réconfort. Élève-les dans l'amour et le souvenir de leur papa qui les adore, dans le respect du bien, dans la droiture et la bonté, mon fils Daniel et ma fille Karine. Jacques laisse la France et arrive aux États-Unis le 10 août 1939, après être passé par la Guadeloupe et la Martinique. J'avais oublié que hier était mon anniversaire, 32 ans. Quand je fais mon examen de conscience, je ne regrette rien pour moi-même. Je me suis toujours efforcé d'être un honnête homme, d'agir avec droiture. Mais ce qui me déchire, c'est de t'avoir entraîné dans le malheur. Je me sens vraiment en exil maintenant, dépouillé de tout, sauf de la souffrance. Mes nuits, surtout, sont atroces. J'ai recommencé à faire de l'insomnie comme autrefois en Haïti. Et mon sommeil n'est qu'une suite de cauchemars, entrecoupés de réveils épuisants. Je t'écris dans la chaleur accablante de la nuit tropicale, sous la prison de la moustiquaire, les tempes martelées par la quinine. Ne me crois pas abattu, doutant de moi-même et du sens que j'ai donné à ma vie. J'ai une foi obstinée dans mes idées, dans nos idées, leur justesse et leur noblesse. J'avoue que j'ai cru un moment que tout serait à recommencer, cette vie instable, errante, d'une frontière hostile à une autre. Mais le lendemain, après un interrogatoire minutieux, je fus autorisé à prendre l'avion qui partait à 9h30 du soir à destination de New York. Il restera 1 an et demi à New York. Il y mènera une vie active de réunions et de conférences avec Langston Hughes. Il se lie d'amitié avec des syndicalistes d'origine haïtienne, Luc Aprémis et sa femme Thilomène. Les tragiques événements d'Europe montrent que mes prévisions étaient malheureusement fondées. Je ne sais quand cette lettre te parviendra si le cauchemar d'un monde en proie aux plus sanglantes convulsions de l'histoire ne sera pas une réalité. Ma pensée est rivée au drame effroyable qui se joue en Europe. Je vis devant une radio et je me priverai plutôt de nourriture que de ces journaux, sur lesquels 3 fois par jour je me précipite. Il y a la question des études de Daniel qui me préoccupe beaucoup. Il est possible qu'il soit en train de s'acclimater à de nouvelles méthodes scolaires. Et je sais que ces méthodes ne sont pas fameuses, que le bourrage de crâne y tient le premier plan. Il faut lui faire comprendre, au lieu de le gaver sans faire appel à son intelligence, comme c'est la coutume en Haïti. J'ai été à nouveau invité comme hôte d'honneur à présider dimanche prochain l'anniversaire du Council for Pan-American Democracy, dont le professeur Franz Boas, le célèbre anthropologue de l'Université de Columbia, est le chairman. Tu connais bien ma timidité et mon horreur des cérémonies, mais j'ai dû accepter. Il rencontre Paul Robeson, le grand chanteur et acteur afro-américain, à qui il propose même un scénario. J'ai eu ces jours-ci une déception qui m'a laissé désespéré.
J'ai été à l'université de Columbia prendre les renseignements nécessaires à mon inscription. Je suis obligé d'y renoncer. Tu peux t'imaginer ce que représente pour moi l'obligation de renoncer à poursuivre mes études. J'avais édifié tant de projets et de plans de travail. Je crois que j'ai en moi l'étoffe d'un bon anthropologiste. Et voilà, cette sale question d'argent encore une fois. Ce qui me manque, ce sont des chemisettes. Les miennes sont devenues de véritables passoires. Si tu pouvais m'en envoyer 3, je ne serais pas fâché. C'est un monsieur qui a beaucoup souffert affectivement d'être loin non seulement de sa famille à lui, mais de son pays, des Haïtiens. Il achète des vêtements qu'il envoie à sa femme qui a ouvert une boutique de mode à Port-au-Prince pour survivre. Tu me demandes de te parler de ma vie. Tu la connais, mon chéri. Cela n'a pas beaucoup changé depuis ton départ. Le même travail à l'université, quelques visites aux mêmes amis, une horreur invincible de la nourriture américaine, qui est une chose proprement immorale. Et le soir enfin, mon refuge dans ma petite chambre, comme une bête au fond de son terrier. Je t'enverrai un livre très intéressant, L'origine des mondes, qui traite tout le problème de l'astronomie, de l'astrophysique, de la structure de l'univers. Il a eu la joie de la visite de cette femme qu'il adore et continue à adorer. Une femme extraordinaire et qui a beaucoup travaillé pour pouvoir envoyer des sous à son mari. Il vivait pauvrement, voilà une autre chose. Et il ne voulait pas que sa mère lui envoie de l'argent, elle lui envoyait de temps en temps. Mais c'est Nicole qui a travaillé toute sa vie. Quand tu recevras cette lettre, nous aurons eu 10 ans de mariage. Nous avons souffert, mais nous avons eu aussi les joies les plus rares, parce que nous n'avons jamais cédé à la basse futilité de vivre, jamais fait de concession à la médiocrité, et qu'en adhérant à une noble cause, nous poursuivons en même temps une justification morale et une purification de nous-mêmes. Je connais mes défauts. Je suis emporté, sans indulgence, d'humeur sombre souvent. Je suis un homme constamment en lutte avec moi-même, me battant souvent désespérément avec ce que j'ai en moi de violence sauvage et d'impulsion mauvaise. Tu m'as toujours pardonné, Nicole. Ton grand cœur m'a toujours compris. Mon cher amour, je suis profondément touché des recommandations que tu me fais pour ma santé. Je les suis, crois-moi, pas trop fidèlement, je l'avoue. Tu connais ma négligence invétérée, mais certainement d'une manière dont tu peux être tout à fait satisfaite. Quant à l'alcool, je n'en bois qu'occasionnellement. C'est un type qui a renoncé à sa fortune pour vivre en gueux. Je dirais, là où il est aux États-Unis, où il travaille, pas vrai, il explique à sa femme, je viens de gagner $5, je vous envoie 2, et les $3, je reste pour faire la semaine. C'est catastrophique, alors qu'il a une fortune qu'il a en Haïti. Il a préféré vivre par ses propres moyens, parce que vivre à Harlem, en compagnie des nègres d'Harlem, je trouve que c'est admirable, c'est un type qui vit sa conviction. Il continue à suivre de près le déroulement des opérations de guerre et se réfère souvent à Maïakovski, le poète futuriste russe. Vivre dans le climat moral du milieu bourgeois haïtien ne va pas sans oser. Et quand une certaine politique s'en mêle, la canaillerie hypocrite, les compromissions, les appétits ignobles, mais toute cette boue ne peut nous submerger. En décembre 1940, il se rend à la Havane où l'attend Nicolas Guillen. Il y reste 4 mois et demi. Jacques Roumain a 33 ans. Grâce à Guillen, j'ai vu de la Havane à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. Mais Seigneur, je n'ai jamais rien vu de plus atroce que les villas du Vedado. Le style espagnol vu par un scénariste de Hollywood. Oui, que la casa no existe más. Yo no sé si vale la pena tomar una cosa que no existe. Il commence son travail sur l'ethnobotanie précolombienne. Mon cher amour, ma vie se passe à t'attendre, à penser aux enfants, au pays et à étudier, et encore une fois étudier. Il existe ici un véritable préjugé contre les Haïtiens, et qui a sa raison dans l'isolement linguistique de notre pays, notre origine ethnique, et dans le fait que les Cubains ne connaissent des Haïtiens que les coupeurs de canne.
Ce dernier trait est le plus stupide de tous, le paysan haïtien étant le meilleur, le plus courageux, le plus digne élément de notre pays. Et comme je le disais au cours de la réception, le paysan haïtien coupeur de canne à Cuba a certes beaucoup plus d'importance que le poète. Ma seule contribution à l'économie cubaine ayant été jusqu'à présent d'acheter, sans succès aucun d'ailleurs, des billets de la loterie. Ici, le nombre des enfants misérables, mendiants et déguenillés est considérable. Le grand crime de notre société, c'est contre les enfants qu'il se commet. Film de Charlot. Certains passages sont d'un génie. En particulier, une danse de Hitler avec le globe terrestre est absolument extraordinaire. Il est douteux qu'on passe ce film en Haïti et c'est bien dommage pour toi. Je lis chaque fois dans le matin les titres des films présentés à Rex et au Paramount. Ils donnent la mesure de l'insondable imbécilité de la bourgeoisie haïtienne. Écris-moi comment tu penses régler la question de logement. Peut-on y trouver à Pétionville une maison très modeste dans les 15 $? N'oublie pas, c'est très important, bien qu'apparemment fort ridicule, qu'à cause de ma phobie de certains animaux, il faut que les fenêtres soient garnies de toiles métalliques. Élie Lescaut est élu président d'Haïti en mai 1941. 3 jours plus tard, Jacques débarque à Port-au-Prince après 6 ans d'exil. J'étais à l'aéroport quand il est revenu. Et là encore, il était tellement heureux de nous voir. Jacques Roumain, dans une tension constante entre pulsion et besoin de rigueur, est obsédé par la science. Il est obsédé par le besoin d'explications et de fondements plus rigoureux à la réalité qu'il observe et qu'il voudrait changer. La transformation métaphorique de cette réalité par la poésie ne lui suffit pas. Son monde qui te croit que pour parler son question, il faut maîtriser, il faut connaître. C'est pas ton nègre qui te... C'est ton travailleur. M'a rapporté notamment un témoignage de Nicolas Guillen. Pendant ces jours, Jacques exil, nous capable de dire Jacques à Cuba, et en 1941, quand il était très lié avec Guillen et toute équipe qui t'a fait journal, il est là. L'homme monsieur entré en Haïti, Guillen écrit monsieur que le groupe a perdu son scientifique. Il vit la frustration permanente de ne pouvoir pousser plus loin sa préparation scientifique. Pendant 1 année et demie après son retour, il ne va s'occuper que de cela. Avec son cousin, l'architecte Albert Mangonèse, il accompagne à l'île de la Tortue l'anthropologue Alfred Métro. Ils effectuent des fouilles archéologiques à la recherche des Indiens Siboney. Ils fondent le bureau d'ethnologie de la République d'Haïti et enseignent l'archéologie précolombienne et l'anthropologie préhistorique à l'Institut d'ethnologie fondé par le docteur Jean Bryce-Mars. Le peuple haïtien a montré d'une façon remarquable son sens du progrès. Ces religieux qui vous font imbécilement ânonner nos ancêtres les Gaulois vous détestent et vous méprisent. Il voulait faire tellement de choses pour ce pays. Il parlait, et comme moi j'ai gardé tout cela en moi, et il parlait beaucoup du bureau d'ethnologie qu'il avait formé. Alors une fois que j'étais à Port-au-Prince, avec ma tante, nous sommes allés au bureau d'ethnologie qu'il venait d'ouvrir. Et alors il nous a fait visiter le bureau. Il fumait énormément. Et dès qu'il avait un mégot, il mettait une nouvelle cigarette et puis il l'allumait. J'avais trouvé ça très, très bizarre. Ainsi, j'ai une sorte d'admiration passionnée pour la Bible. La Bible et l'Anti-Düring, pour des raisons différentes, sont mes livres de chevet. Dès l'âge de 12 ans, Job, sur son grabat, m'arrachait des larmes émouvantes. C'est en 1942 également que Jacques Roumain se lance dans la lutte contre la campagne anti-vaudou déclenchée par le clergé catholique avec l'appui du gouvernement. Le non-croyant, qui avait toujours défendu l'idée d'un clergé indigène, se lance dans la défense de la religion vaudou, mais aussi du protestantisme, au nom de l'égalité des cultes
et de la préservation du patrimoine. Je trouve parfaitement absurde qu'on arrive au meurtre pour sa religion et tout simplement sot qu'on meurt pour elle. Car enfin, que veut-on prouver en agissant ainsi? Que telle religion est meilleure que telle autre? Mais le but de toutes les religions n'est-il pas le bonheur? Et qui peut prétendre posséder un bonheur supérieur à un autre? C'était un mouvement, l'Église, pour détruire Vaudou. Et détruire Vaudou, c'est comme si c'est une religion qui sortit en Afrique. C'est une religion qui a fait adorer les idoles. C'est une religion, tout, l'on mettait dans le cas d'Haïti, comme si qui fait Haïti rester en retard au point de vue économique, au point de vue social. Le clergé lui-même a contribué à maintenir la croyance en la présence des lois, en les combattant comme une réalité redoutable, en abattant par exemple certains arbres sous prétexte d'en chasser les mauvais esprits. Ce qui, pour les paysans, passait pour la confirmation évidente de leur existence. Il y a, je dirais, des éléments qui appartiennent à la culture haïtienne, et pas nécessairement au vaudou, et des éléments qui appartiennent au vaudou. Je prends l'exemple du tambour, qui pour moi est un exemple tout à fait éclairant. Le tambour est un instrument musical de la culture haïtienne. À un moment donné, le vaudou avait confisqué le tambour comme étant son bien propre. Et par conséquent, quand l'Église a organisé cette campagne en 1942, il y a eu cette confusion entre culture et religion au point qu'on a détruit les tambours. Tant que nous n'aurons pas développé un système suffisant de cliniques rurales, le paysan ira consulter le Borgor. Et il aura raison de le faire. Quand nous pensons que position non marxisante de Jacques Roumain te permettre de faire ou pas que un pile monde dans l'élite haïtienne n'a pas jamais réussi à faire. C'est-à-dire que garder la population dans sa globalité, où est ça lié, qui ça le pensait, comment le penser, et surtout comment être capable d'aller de l'avant. Ce qu'il faut mener en Haïti, ce n'est pas une campagne anti-superstitieuse, mais une campagne anti-misère. On dit à Ibobo, à Ochenago, avec un pile force pour Jacques Roumain, parce que je pense que côté défenseur de vaudou, à un moment, côté vaudou, on n'a pas de un pile défenseur. En Haïti, l'Église catholique était dans la position de l'Église qui défend et droit, qui défend position contre l'autre religion, contre l'autre l'Église. C'est dans le cadre de ça, précisément, bataille, ça ne parle les campagnes anti-superstitieuses, ça va le paraître. D'après moi, c'est une bagaille qui partait de fait. Si nous te comprenons plus bien, eh bien, comment, eh bien, il y a une ouverture qui était déjà commencée dans la réflexion théologique et dans la réflexion, nous sommes capables de dire rapport religion, rapport et théologie, rapport l'Église avec l'autre religion. En septembre de cette même année 1942, Jacques Roumain est nommé chargé d'affaires d'Haïti au Mexique. C'est un exil doré qu'il accepte avec beaucoup de regrets. Mais comme d'habitude, il prend sa tâche très au sérieux. Il a 35 ans. Pourquoi accepte-t-il de servir un gouvernement alors qu'il avait juré de ne plus accepter un poste de fonctionnaire? Jacques Roumain était une personnalité rayonnante, n'est-ce pas, à travers le pays. Alors, le l'a nommé ambassadeur à Mexico. Selon le mot d'ordre du Comintern, il fallait oublier les contradictions secondaires pour s'unir contre l'ennemi principal. À cette époque, nous considérions que Hitler était l'ennemi de l'humanité et c'est ainsi qu'à partir du moment qu'on était contre Hitler, on fermait les yeux sur les petits détails. Avec Nicolas Guillen, il a le temps de fonder l'association haïtiano-cubaine des relations culturelles.
J'ai reçu une lettre de Jean Brière qui m'a beaucoup ému. Voici ce qu'il écrit de toi. Il m'arrive souvent de penser à ta femme. Je pense souvent à Nicole comme à une des personnes dont la trace ne se perd jamais dans mon souvenir et que j'invoque à certaines heures. Je suis sûr qu'elle sait déjà combien je l'admire. Et tu te souviendras que j'ai été heureux le jour où j'ai pu placer Nicole à côté de toi dans le même culte. Brière est un des êtres les plus généreux et fins que je connaisse. Au Mexique, il participe à la formation de l'Institut des études afro-américaines pendant qu'il s'adonne à l'écriture du roman qui établira sa célébrité posthume, Gouverneur de la Rosée. Un héros venu d'ailleurs, martyr et rédempteur, fait le sacrifice de sa vie pour indiquer à sa communauté le chemin de la délivrance et de la fraternité. Jacques Roumain, 1907-1944, mort à 37 ans, est le premier écrivain haïtien dans le sens du plus grand. Et son œuvre, Gouverneur de la Rosée, que les Haïtiens placent au sommet de leur littérature, va être lue ici, en partie, ce soir, au cabaret Jacques Roumain. L'humilité, la résignation à notre sort maudit de nègres, de niggers, de sales nègres. Les machines à écrire mâcheront les ordres de répression en claquant des dents. Fusiller, bander, égorger ces nègres, ces niggers, ces sales nègres. Qui a été Jacques Roumain? Et si ce n'était qu'un poète et un vrai qui n'a su pénétrer l'intériorité secrète de sa terre que par la magie des mots et le souffle d'un long poème épique en prose. Moi, je dirais qu'il était romancier, mais il était beaucoup d'autres choses aussi. Et on oublie parfois que c'est quelqu'un qui se servait de la littérature comme un instrument d'investigation, un instrument de recherche. Donc, il a essayé les poèmes, il a essayé la nouvelle, il a essayé ce roman court, La montagne ensorcelée. Et il y avait deux versions, il ne faut jamais oublier, deux versions de Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée était une nouvelle qui est apparue en 1939, je pense, dans La Revue au Regard. Et après, il y a le roman qui a été publié après sa mort. Donc je pense qu'en tant que romancier, ce n'est pas quelqu'un comme Victor Hugo qui a fait une sorte d'œuvre. C'est quelqu'un qui s'est servi de la littérature pour avancer sa compréhension des changements énormes qui se déroulaient en Haïti à l'époque. Dans un roman qui a eu et qui a encore cette force suggestive et ce rôle emblématique qu'a Gouverneur de la Rosée, lui demander d'apporter la vérité ethnographique est absurde. Je vais même vous dire une chose, une conclusion à laquelle je suis arrivé en repensant à ces questions-là, et que je n'ai pas développé dans mon texte. Si Jacques Roumain avait fait un ouvrage, même de fiction, mais qui soit ethnographiquement rigoureux, eh bien son ouvrage n'aurait jamais eu la portée qu'a Gouverneur de la Rosée. Il a joué un grand rôle dans un changement de mentalité, en somme, qui s'imposait. Il fallait une autre vision de cette paysannerie, il fallait une autre vision du comportement, je peux dire, des Haïtiens entre eux. Et il a bien montré que s'il n'y avait pas cette combite de tous ces paysans pour faire venir l'eau, il n'y aurait pas eu d'eau. L'eau dans l'étang côté de Simoun Beyen, l'eau dans la mer côté poisson nager. L'eau dans le bassin, l'eau dans l'étang, l'eau dans la mer. Toute l'eau qui
faut qu'il y ait un résultat. Ce n'est pas parler avec les habitants et essayer de convaincre autour du vide ou bien autour de paroles. C'est convaincre les habitants autour de intérêts sous des enjeux concrets, sous des objectifs concrets. Objectif fond rouge là. Emmanuel, dans le travail qu'il a fait avec les habitants, c'est chercher de l'eau. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas prier loi, il ne faut pas faire cérémonie vaudou seulement, il participer dans la cérémonie vaudou, il battre tambour avec eux pour y les lois, pour la pluie tomber, pour misère suspendre, mais le qu'on est, ce n'est pas ça qui a le résultat. Lorsqu'on lit les textes de Jacques Romain, lorsqu'on lit ses poèmes, et plus particulièrement Gouverneur de la Rosée, nous trouvons des éléments importants de la théologie de la libération. C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire de l'eau, de la sécheresse dans un village, c'est l'histoire d'un peuple aussi, c'est l'histoire de l'appartenance à la terre. C'est une grande œuvre haïtienne, mais c'est une grande œuvre universelle tout court en fait. Un roman qui a de la magie dans son langage, c'est-à-dire la description des paysages, la description des individus. Il y a même un élément de cinéma dans ce roman. Il y a énormément d'écrivains français qui ont intégré d'une façon ou d'une autre des particularités régionales qu'ils connaissaient dans leur œuvre en français, si on veut, comme Jacques Roumain. Sauf que Jacques Roumain l'a fait de façon beaucoup plus systématique et beaucoup plus, comment dirais-je, élaborée. Non, moi je pense, je ne suis pas un très grand admirateur de Giono, et je pense que Roumain est infiniment supérieur à Giono. C'est mon opinion, et je la partage. Est-ce qu'on peut dire que Gouverneur de la Rosée est un petit roman régionaliste? Non. Donc pour moi, ce n'est pas opérant de faire ce type de comparaison. C'est peut-être mieux de comparer un texte de Roumain avec un texte de Claude McKay, un texte de Langston Hughes. Pourquoi pas faire ça au lieu de penser à Giono? J'ai posé la question à mon père, qui connaissait le mieux peut-être, les œuvres et Jacques Roumain lui-même. Et M. te dit Jacques Roumain pas de Colline. Évidemment, lui, Michel, mon père, a lu Colline, comme tu l'as fait, comme moi je l'ai fait, et a été frappé par cette ressemblance. Mais il m'a dit que Jacques ne connaissait pas Giono, et donc n'avait pas lu Colline. Donc ça, je dis ce que mon père m'a rapporté, mais c'est vrai que la ressemblance en termes de thème, de l'ambiance générale, est frappante. Roumain, et c'est assez extraordinaire, a créé une sorte de langue qui n'est pas le créole, qui n'est pas le français, mais que tout franco-lecteur pourrait comprendre par analogie, et que tout lecteur haïtien comprendrait d'abord par analogie, puisque c'est un lecteur francophone, mais aussi saurait de quel substrat créole vient ce langage. Jacques fréquente le monde des exilés républicains et espagnols et anti-nazis allemands, dont Anna Segers. Un futur gagnant du prix Nobel, le poète chilien Pablo Neruda, traduit un de ses poèmes en espagnol. En août 1943, il tombe gravement malade et revient en Haïti avec sa femme. En octobre, il reprend son poste au Mexique. Le 7 juin 1944, il termine son roman. Le 6 août, après une brève escale à La Havane, il retourne avec Nicole en Haïti. 12 jours plus tard, le samedi 18 août 1944, il meurt à Pétionville. Son corps est transféré à sa maison natale au Bois-Vernat pour les funérailles. Il est enterré sous la pluie, accompagné de toute sa famille et de ses amis poètes, écrivains et politiques. J'ai été à l'enterrement de Jacques Roumain. Quand je suis arrivé,
Et c'est là que j'ai vu Jean Brière faire ce fameux discours, les femmes de Stalingrad n'ont pas eu l'honneur d'enterrer leur mari. Non, ce fut un horrible accident. Ce ne fut pas ta mort. Tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras jamais. Ton ombre s'est détachée de toi et s'est couchée parmi les ombres millénaires. Ta fatigue est tombée de ta carcasse et a rejoint la lourde pesanteur du sol. Et nous l'avons portée avec un soin fraternel dans un grand cercueil au cimetière. Ton corps a cédé brusquement à l'appel de forces élémentaires et nous l'avons vu disparaître dans les suaires, puis dans les ténèbres. Mais toi, tu n'es pas mort. Tu demeures l'écho vivant parmi nous des plus grandes conquêtes morales du siècle. Comment as-tu pu tenir tout entier dans une bière, toi si grand et qui remplissait la vie? Comment le silence a-t-il pu glacer sur tes lèvres les paroles dont nous vivions, nous d'une génération qu'aucune force hostile n'a autant mutilé que ta mort? Quel destin aveugle a pu faucher tes bras qui cherchaient l'avenir à travers les broussailles du présent? Oh, qu'on ne dise pas que tu dors, tes forces t'ont brusquement trahi et tu es tombé, toi, l'éclaireur et le guide. Ton front a déjà la température minérale du bronze. 2 pétales ont suffi pour clore l'immense aurore de tes yeux et tes lèvres belles comme celles d'une sculpture du Dahomey, dans leurs lignes immobiles et glacées, gardent au-delà de la vie le dédain du danger. Jean Brière et Roussan Camille déclament 2 de leurs poèmes parmi les plus beaux dédiés à l'amitié, comme celui de Garcia Lorca à Ignacio Sanchez Mejía. Mais Jacques Roumain, c'est toi qui es notre pays. Ta conscience est restée dans la nôtre comme l'écho prolongé d'un ordre de la patrie, tel le reflet précis d'un grand besoin des hommes. Ton sourire si rare annonçait la délivrance, et chaque sursaut de la lumière nous redit ton sourire. Nous avons beau ne pas te voir et savoir désormais que tu es entré un peu plus intimement dans la sainte chimie du sol natal, tu demeures notre leçon. L'ombre et la lumière auront toujours la forme de ton visage. Le bruit des chocs et le silence auront toujours le son de ta grande voix. Notre amour et notre cœur auront toujours le poids des pierres grises de ton éternité. Il a été une réception au manoir des Lauriers. À l'époque, c'était le président Lescaut qui était là. Et il a eu un tête-à-tête, on dit, avec une étrangère américaine dont on a dit que c'était un agent de la CIA. C'est ça l'anecdote, enfin, l'histoire qui a fait croire que en buvant une coupe de vin ou de champagne, que sais-je, au manoir des Lauriers, c'était une réception, qu'il avait été empoisonné par cette espionne américaine de la CIA. J'ai entendu dire toutes sortes de choses. On a parlé d'empoisonnement. Je crois plutôt qu'il était malade. Il est toujours tentant pour un homme politique qui mourit très jeune, quand 37 ans, pour lui dire qu'il a assassiné, que mort là pas naturel. Mais pour la vérité historique, témoignage de papa, papa m'a jamais cru dans thèse assassinat. Nous savons bien que tu es mort. Visage essentiel, poitrine profonde, ô Dieu abattu, mort désormais de cette mort de tout le monde, mort à la peau absente et aux lys frontales, au crâne de songe dressé, crâne philosophique et éveillé, mort sans vêtements ni linceul. Je revois sa cigarette démoniaque, au feu si pénétrant, et je revois son écriture aux lettres déliées, timides et indépendantes. De quoi est mort Jacques Roumain? Et s'il s'était suicidé comme Mayakovsky? Et s'il était mort d'épuisement à force d'aller au bout de lui-même?
de la dépense de cet excès d'énergie haletante qui l'étouffait, du saignement abondant de ses blessures ouvertes, d'une balle perdue de tous ceux qui n'ont cessé de viser au cœur ces paysans dont il avait fait ses héros à lui, et ce pays qu'il aimait par-dessus tout. Il est mort 100 fois après 1944 dans les geôles de Fort Dimanche, dans les sanctuaires des gangs avec les kidnappés. Il est mort épuisé dans les champs de canne des batailles de Saint-Domingue et noyé au fond des eaux avec les boat people, fuyant la misère et le désespoir. Il est mort toutes les fois que la destruction impitoyable de notre environnement emporte des vies. Il est mort toutes les fois qu'incapables de résoudre par nous-mêmes nos problèmes, nous avons fait appel aux forces étrangères. L'année d'après sa mort, on publie son recueil de poèmes Bois d'ébène. Afrique, j'ai gardé ta mémoire, Afrique. Tu es en moi, comme l'écharde dans la blessure, comme un fétiche tutélaire au centre du village. Fais de moi la pierre de ta fronde, de ma bouche les lèvres de ta plaie, de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement. Pourtant, je ne veux être que de votre race, ouvriers paysans de tous les pays. Comme la contradiction des traits se résout en l'harmonie du visage, nous proclamons l'unité de la souffrance et de la révolte de tous les peuples sur toute la surface de la terre. Et nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles. Jacques Roumain est un des monuments intellectuels de la République d'Haïti. Je dirais, enfin, quitte à me faire descendre en flammes, que beaucoup d'écrivains après Jacques Roumain, et pas seulement des écrivains haïtiens, mais des écrivains des pays francophones ou en partie francophones, la Martinique, la Guadeloupe, Chamoiseau et d'autres, je crois qu'ils ont adopté un petit peu cette façon de créer une langue ou de changer le français pour lui donner une autre dimension, ce qui est un grand enrichissement pour la langue. Je ne porte pas de jugement moral sur quelqu'un comme Roumain, et je reconnais que nos vies, par exemple, sont excessivement confortables et aisées par rapport à la sienne. Et moi, je suis toujours étonné que quelqu'un qui a été tellement bousculé dans sa vie ait pu produire autant de textes importants et des choses qui marquent jusqu'à présent. Vous voyez, l'esprit des gens, la pensée, et maintenant, pour son 100e anniversaire, tout le monde reconnaît la valeur de l'homme et de l'œuvre. Jacques Roumain a fait pour la publicité de ce petit État des Antilles plus que tous ceux-là qui ont écrit sur Haïti. La obra Gobernadores del Rocío, que fue una obra desde el inicio clave como ideóloga de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana la tomó como un paradigma que llamaba a la unidad, a la construcción de una sociedad nueva. Y en Cuba se hizo una película en el año 65 y existen hasta el momento por lo menos 4 ediciones de Gobernadores del Rocío. Pues formó parte durante muchos años del programa de estudio en Cuba. Un jour Jacques, sans personne pas connaît, ou frappe un livre. À ce qu'on prend tremblé.
Ou frappe un livre qui fait la joute dans on kè nous. Un livre ton est fan moi qui respire fort tant qu'on n'importe monde. Un livre qui gagne tête graine tant qu'on la ligne. Un livre qui descend dans la vie habitant dans mort dans habitant la plaine tant qu'on n'importe soleil sur la terre. Pour les jeunes que nous lèguent Roumain. D'abord, Roumain n'a jamais cessé de s'intéresser aux jeunes. Il leur lègue, à mon avis, le goût de la lecture. Il faut tout lire, comme lui. Une passion de la lecture, de l'écriture, mais également une passion du pays. Un pays que malheureusement trop et tant de jeunes aujourd'hui ne rêvent que de quitter. Roumain nous lègue également un engagement profond dans un projet de transformation sociale. Je pense que c'est un des grands écrivains de la Caraïbe, il n'y a pas de doute. Il est à la hauteur d'un Carpentier, par exemple, à la hauteur des gens qui ont eu des lauréats de prix Nobel, par exemple. La Deuxième Guerre mondiale multiplie les hécatombes en Europe. En Haïti, la révolte de 1946 se prépare déjà. René Despestre, Jacques-Stéphane Alexis, qui se réclament de Roumains, font leurs premières armes. Le destin n'a pas été tendre non plus avec les proches de Jacques et sa descendance. Si sa mère et sa femme sont mortes de mort naturelle plusieurs années après lui, son fils Daniel s'est suicidé à Paris. J'ai de bons souvenirs de son fils, je me rappelle très très bien, et de Karine également, sa fille, qui vit toujours. Karine est toujours ici, vivante. Daniel est mort en France. Il est mort asphyxié dans un appartement. Karine vit en Haïti, elle a 3 enfants, dont 2 sont morts tragiquement assassinés. Jacques Roumain, à 100 ans de sa naissance, reste encore en Haïti une icône et un inconnu. Quant aux problématiques soulevées par sa vie et son œuvre de visionnaire, elles restent d'une ardente actualité. Nous gouvernerons la rosée. Nous gouvernerons la rosée. Jacques Roumain, côté ouillé, c'est mettre en sommeil, oh, pour réveiller, Jacques Roumain. Jacques Roumain, côté ouillé, c'est mettre en sommeil, oh, pour réveiller, Jacques Roumain, côté ouillé, Jacques Roumain. Jacques Roumain, côté ouillé, là, où c'est mettre en sommeil, oh, pour réveiller, Jacques Roumain. Jacques Roumain, côté ouillé. Depuis Jacques Roumain, jeune garçon, la défense paysan, papa ici, oh, égal aux gens mouillés. Jacques Roumain, un garçon.
Jacques Roumain, c'est haïtien. Nous pas jamais oublier Jacques Roumain. Jacques Roumain, oh, les deux ensemble très blancs. Nous pas jamais oublier Jacques Roumain. Jacques Roumain, oh, les deux ensemble très blancs. Et puis Jacques Roumain, j'ai façon, la défense travaillée. Et puis Jacques Roumain, j'ai façon, la défense paysan. Ça va ici, oh, puis Jacques nous sommes oubliés. Jacques Roumain, voilà garçon. Jacques Roumain, c'est haïtien. Nous pas jamais oublier Jacques Roumain. Jacques Roumain.